Bonjour, je suis Agnès Sevestre, je suis préparatrice mentale spécialisée en cohérence cardiaque. C'est un intitulé un peu sommaire, mais voilà. Alors, de mon côté, Guy Lacroix, donc je suis avant tout praticien en cohérence cardiaque et sophrologue. La cohérence cardiaque, on peut dire que c'est un état physiologique dans lequel il va y avoir une synchronisation entre, en fait, les fluctuations du rythme cardiaque, la respiration et un élément qu'il faut surtout pas oublier, c'est la pression artérielle. Donc, quand les trois sont synchronisés, on peut dire qu'on est dans un état de cohérence cardiaque, sachant qu'on est toujours à un certain niveau de cohérence cardiaque et que donc le but, c'est de l'améliorer dans la vie de tous les jours pour que ce niveau monte au quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est que la cohérence cardiaque, c'est très intimement lié avec la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est le socle physiologique à partir duquel est bâtie la cohérence cardiaque. Et cette VFC, donc variabilité de la fréquence cardiaque, elle est apparue très tôt, dans les années 60, en fait. Euh, Après, on l'appelait pas encore cohérence cardiaque. Ensuite, il y a eu le Vassilo. Vassilo, c'est un Russe qui a entraîné les cosmonautes russes dans la gestion du stress. Et d'ailleurs, on appelle les fluctuations du rythme cardiaque encore l'effet Vassilo. Il a donné son nom à cet élément physiologique. Et l'autre élément clé vraiment important, c'est la création en 1991 de l'Institut HeartMath aux États-Unis qui s'est dédié à l'étude entre les relations cœur-cerveau et donc a créé vraiment le concept de cohérence cardiaque. Voilà, c'est vraiment les choses que... David Servan-Schreiber a été le principal précurseur de la cohérence cardiaque en France, grâce à la description qu'il en a faite dans son livre Guérir, paru en 2003. Et enfin, le docteur David Auer qui a permis sa large diffusion auprès d'un grand public grâce à sa méthode 3-6-5. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la respiration lente, elle provoque l'accélération cardiaque pendant l'inspiration et l'accélération et pardon, la décélération cardiaque pendant l'expiration. Ça, c'est un phénomène qui est bien connu dans le milieu médical. Ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Mais c'est pas une arythmie pathologique. C'est une arythmie complètement naturelle. Et cette arythmie, en fait, ce phénomène-là, va avoir une influence énorme sur le bon fonctionnement du système nerveux autonome. Ce qui veut dire que si on respire lentement, alors c'est autour de 6 cycles respiratoires dans une minute, le rythme standard, on améliore considérablement le fonctionnement du système nerveux autonome parce que, pour le dire de façon très synthétique, le nerf vague, en fait, qui est le principal nerf du système parasympathique, il ralentit le cœur en permanence, en fait, au repos. Et donc, en respirant lentement, on va provoquer un moindre freinage du nerf vague à l'inspiration et une forte stimulation du nerf vague pendant l'expiration. C'est ce qui crée ce phénomène et qui autorise le fait de pouvoir faire de la cohérence cardiaque. Voilà, de façon résumée. Et tu vas peut-être préciser quelque chose, Agnès. Oui, en fait, la respiration lente, elle stimule particulièrement notre nerf vague. Et lui, en fait, il nous permet d'atteindre les niveaux de cohérence cardiaque plus rapidement. C'est voilà, un outil de one shot et de pratique à l'instant T. Les respirations classiques, donc, comme je disais tout à l'heure, autour de 6 cycles à la minute. Donc, il y en a deux vraiment utilisés. C'est le rythme respiratoire équilibré. Donc, ça veut dire temps d'inspiration égal au temps d'expiration. Généralement, le rythme standard, c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expiration.
Alors celui-là est le plus utilisé clairement dans la vie de tous les jours, avant un stress si c'est possible, après un stress, dans les moments de pause, etc. Donc c'est vraiment le rythme respiratoire le plus utilisé. Et le deuxième, qui est aussi également assez utilisé, c'est le rythme qu'on pourrait appeler relaxant. Donc à privilégier par contre le soir parce que, comme son nom l'indique, il a un effet calmant accentué et très favorable donc à préparer la nuit de sommeil. Voilà. Donc très utile pour les problématiques de sommeil. Voilà. Il y en a un troisième, mais il est un peu plus anecdotique. Quand on a un temps d'inspire plus long qu'un temps d'expire, ça a un petit effet dynamisant, mais c'est un petit peu la marche. Voilà. Si tu veux préciser. Oui, après, il y a aussi ce que les gens appellent la respiration carrée, où il y a un temps d'apnée entre l'inspiration et l'expiration. Mais en fait, en résumé, la cohérence cardiaque, elle s'adapte à un public, à une problématique et à un résultat souhaité. Et c'est en ça où les différentes techniques, méthodes, rythmes de la cohérence cardiaque sont adaptables. À différentes personnes, à différents moments, à différentes problématiques. Et même si on parle toujours de respirer, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes pendant 5 minutes, à 6 respirations par minute, ce n'est qu'une seule méthode de la cohérence cardiaque et de son utilisation. Mais il y en a tout un tas différentes pour avoir des résultats différents et résoudre des problèmes différents. Première cible connue et très répandue, c'est la réduction du stress. Réduire le stress, réduire l'anxiété, ça c'est la première application qui touche un vaste public. Hein. Très adapté aussi par l'amélioration du sommeil. Ça a fait ses preuves aussi là-dessus. C'est un excellent, c'est un excellent régulateur d'émotions. C'est pour ça qu'on parle, avec Agnès et moi, on parle de cohérence émotionnelle, en plus de la cohérence cardio-respiratoire, celle qui est liée à la respiration. Euh, Gros impact sur le cerveau, ça améliore la concentration, la capacité cognitive, et aussi c'est un bon préventeur du déclin cognitif. Ça joue également, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, c'était très important sur le renforcement du système immunitaire. Euh, on va avoir aussi gestion de la douleur, ça peut être utilisé en gestion de la douleur, et ça va avoir aussi un gros effet sur prévention des maladies cardiovasculaires, très important, et ça a un impact très important sur la diminution de la pression artérielle. C'est peut être utilisé aussi pour mesurer la condition physique et améliorer la récupération. Et puis, puisque j'en parlais tout à l'heure du stress, il y a aussi un stress un peu plus extrême, ça peut prévenir ce qu'on appelle le burn-out et qui est assez à la mode actuellement, malheureusement. Ouais, ces bienfaits sont largement soutenus par la littérature scientifique aujourd'hui, mais les résultats en fait vont varier d'une personne à l'autre, de la régularité de la pratique ou pas. Les effets à long terme sont quand même notables lorsque la cohérence cardiaque elle est intégrée à une routine. C'est pas parce qu'on fait une fois la cohérence cardiaque que ça va mieux et que va aller mieux. C'est réellement une façon d'être, de fonctionner. Ça doit s'intégrer dans une routine au quotidien. On doit pouvoir utiliser la cohérence cardiaque à différents moments de la journée pour différentes problématiques ou pour différents objectifs, parce que du coup, on ne parle pas forcément de problématiques, parce que la cohérence cardiaque, elle s'utilise pour plein de choses, même quand on va bien. Alors oui, on en a un petit peu parlé juste à l'instant, mais en complément thérapeutique, bon, ça très utilisé dans les problématiques psychiques. Il faut savoir que la cohérence cardiaque est utilisée un petit peu en France, mais beaucoup aux États-Unis dans en psychiatrie. Donc, mais bon, un peu moins, comment dire, dans des cas moins lourds, ça va jouer sur les troubles de l'humeur, par exemple. Là où ça a fait ses preuves, c'est dans les douleurs chroniques. Euh, Bien sûr, l'accompagnement des maladies cardiovasculaires, c'est un des indicateurs majeurs, hein.
et aussi sur des maladies, voilà, sur des maladies graves de type cancer. Euh, Ça peut être utilisé aussi dans les accompagnements contre les addictions, donc tabac, alcool, etc. Et puis toutes les problématiques de troubles du sommeil, ça commence à être utilisé dans les cliniques du sommeil. Voilà. Moi, j'accompagne des gens en parcours de soins et en addiction avec la cohérence cardiaque. Et étonnamment, ils me disent la plupart du temps, une fois qu'ils ont intégré l'outil, que c'est un peu le coéquipier qui leur a manqué jusqu'à présent, la cohérence cardiaque. C'est cette canne, ce soutien, voilà. Voilà, ils me disent que c'est le coéquipier qui leur a manqué jusqu'à présent. Alors, Mm. bon, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais je vais insister parce que c'est pas très connu, mais ça a un gros effet donc, sur la réduction de la pression artérielle. Donc, ça peut vraiment prévenir cet aspect-là. Et comme on sait qu'il y a, ça se chiffre en millions, les gens qui sont sous médicaments en pression artérielle, voilà, l'enjeu est majeur là-dessus. La diminution, alors, comment on sait que ça joue sur le stress? Des mesures ont été faites donc dans la diminution du cortisol, l'hormone du stress par excellence, et on sait que donc si on arrive à faire baisser ce cortisol, on réduit énormément toutes les pathologies liées au stress. Et les mesures montrent que la cohérence cardiaque a un effet massif sur la baisse de cortisol en peu de temps de pratique. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, ben, toute la partie gestion des émotions, prévention du burn-out, là, ça va avoir un effet aussi très important dans la prévention de ce type de, ben, qu'on peut appeler de maladie, puisque le burn-out, c'est une pathologie liée au stress qui dure. Oui, je pense qu'il faut vraiment intégrer cette notion de prévention dans la cohérence cardiaque, parce qu'on vit dans un monde toujours plus vite, plus fort, plus de pression, plus de résultats, plus de ci, plus de plus, et toujours plus. Et la prévention, elle commence à peine à émerger dans la prise de conscience. Il faut effectivement essayer d'anticiper pour pas subir et aujourd'hui intégrer la cohérence cardiaque en prévention dans son quotidien, c'est une façon de moins subir ben, les effets délétères de la vie que l'on mène au quotidien. Absolument, les enfants, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées. On sait par exemple, si je prends un exemple, que c'est très adapté pour les troubles de l'attention, l'hyperactivité qui touchent majoritairement les enfants. Donc très adapté pour eux. C'est utilisé dans certaines écoles, de la maternelle, primaire, et puis ça peut être même utilisé au collège. Dans d'autres catégories de population, les personnes âgées, en faisant des adaptations sur la pratique, mais si la personne âgée n'a pas de problème respiratoire particulier, donc c'est très indiqué aussi. Euh, tout ce qui est, on peut dire, pathologie, surtout les pathologies chroniques, dont les gens qui sont atteints de ce genre de pathologie, très utile. Et c'est utilisé aussi beaucoup chez les sportifs, que ce soit alors, surtout le haut niveau, clairement, mais parce que la performance sportive est beaucoup plus dans la ligne de mire au haut niveau, mais ça peut être utilisé par le sportif amateur, même le sportif du dimanche, et ce sont péjoratifs. Oui, on parlait d'adaptation de la cohérence cardiaque à différentes populations, mais je pense qu'il faut aussi le voir comme un accompagnement. La cohérence cardiaque, alors c'est pas une science, c'est pas une science exacte, mais par contre, il y a une méthode, il y a une méthodologie, il y a des techniques et des choses à faire pour obtenir certains résultats. Et du coup, il faut quand même pouvoir être en mesure d'accompagner les personnes en fonction de leurs problématiques. Alors, c'est bien de dire aux gens, il faut que tu respires 3 fois par jour pendant 5 minutes, t'inspires sur 5 secondes, t'expires sur 5 secondes. Cette façon de respirer n'aura pas des résultats probants chez tout le monde en fonction de la population. Et je pense qu'il est
il est intéressant de commencer à prendre conscience que ben, tout comme c'est une science et qu'il faut qu'elle soit accompagnée et encadrée par des gens qui sont compétents pour le faire. Pour des techniques, par exemple, moi j'ai beaucoup de gens, ils sont venus en formation pour se former pour la cohérence cardiaque, des profs de yoga par exemple, donc ça s'utilise pas mal en début de séance de yoga, ça permet de rapidement calmer la personne qui vient de l'extérieur et de démarrer une séance de yoga ou de qigong ou de ce type de technique de façon beaucoup plus opérationnelle en fait. Ça permet d'avoir un sas entre le monde extérieur et puis la séance future de yoga ou de qigong. Euh, En méditation, par exemple, ça peut se concevoir quand la personne sent que voilà, elle s'accroche aux pensées ou elle a du mal à laisser passer, comme on fait en méditation de pleine conscience. Et là, quelques respirations profondes type cohérence cardiaque, ça aide à nouveau à se remettre en état méditatif. Donc ça, c'est très, très utile, surtout que ça, il suffit de faire 30 secondes ou une minute de ce type de respiration pour revenir à laisser passer les pensées. Alors, sophrologie, moi, je connais bien, si je prends cet exemple-là, puisque je suis sophrologue, moi, j'utilise quasiment plus de protocoles de sophrologie, c'est à la cohérence cardiaque, clairement, parce que ça amène en plus quasiment tous les protocoles de sophrologie. Et il y a de plus en plus de sophrologues qui utilisent la cohérence cardiaque. Voilà, ça peut, oui, relaxation, il y a aussi, moi, j'aime bien mêler la relaxation de type Jacobson avec la cohérence cardiaque, ça va très très bien ensemble. Ou des méthodes un peu plus profondes de relax, ça permet vraiment d'améliorer le niveau de relaxation, puisque on touche toujours pareil un nerf vague qui nous permet de nous relaxer, et la cohérence cardiaque travaille uniquement aussi avec le nerf vague. Donc, voilà. Oui, après, dans notre façon, Guy et moi, de travailler la cohérence cardiaque et de la considérer, nous, on la considère d'un point de vue, la cohérence cardiaque, elle est optimale à partir du moment où on a reconnecté et unifié l'équipe cœur, corps, mental. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va faire une activité, que ce soit le yoga, la relaxation ou la méditation, c'est bien de passer par ces 30 secondes, minutes de cohérence cardiaque. Déjà, ça permet de signifier à toutes les personnes de l'équipe, le cœur, le corps et le mental, qu'on va aller vers un nouvel exercice. Et donc, on va aussi vidanger notre système limbique par rapport à ce qui s'est passé avant. On vient de fermer une application, on va en rouvrir une autre. Et on a expliqué à toutes les personnes intervenantes, notre cœur, notre corps et notre mental, que voilà, on allait passer à une autre application et que tout le monde allait être concentré dans le même objet et dans la même réflexion. C'est pour ça que c'est important que ce soit même un changement d'activité. Un sportif qui arrive, qui sort de cours et qui arrive au sport, il devrait faire 30 secondes ou une minute de cohérence cardiaque, voilà, pour reconnecter tout le monde et pour signifier qu'on change d'application. C'est un peu, ça devrait être pour tout le monde, hein. On rentre du travail, on sort du travail, on sort de réunion, ou on part en soin, voilà, on va avoir. Il faudrait le faire à chaque moment avec cette idée bien préconçue de je ferme une application, on sait le faire hein, sur notre téléphone pour que ça dépense moins d'énergie, mais il faut qu'on apprenne à le faire au quotidien dans notre vie, chaque jour. Les formations classiques de cohérence cardiaque, ça tourne beaucoup dans les offres qu'on peut trouver sur le marché. Ça tourne beaucoup sur l'aspect respiratoire. La cohérence cardiaque, malheureusement, elle est souvent réduite à cette technique respiratoire. Donc, l'idée de la cohérence cardiaque optimale, c'est vraiment de prendre tous les aspects. Donc, il y en a deux importants. La cohérence cardio-respiratoire, ce qu'on appelle nous la cohérence cardio-respiratoire, basée sur la respiration, et surtout la cohérence cardiaque émotionnelle, qui, elle, prend toute son essence entre les relations cœur-cerveau, ce qu'a étudié très bien l'Institut HeartMath, et c'est comment je vais faire pour générer des états de cohérence cardiaque au niveau du cœur pour pouvoir modifier les fonctionnements cérébraux limitants et donc vraiment
pratiquer des exercices opportuns, que ce soit cardio-respiratoire ou émotionnel, dans la vie de tous les jours, au moment où ça va être adapté, pour les problématiques adaptées et pour chaque individu, chacun dans leur spécificité. Donc c'est vraiment ça, c'est optimiser la cohérence cardiaque parce que ça va bien au-delà de le simple technique respiratoire. Guy l'a bien expliqué dans son livre La cohérence cardiaque émotionnelle, en fait. Cette autre façon de la voir et de l'utiliser. Non, on peut pas dire ça. C'est bien trop méconnu. Même si la Fédération française de cardiologie préconise la pratique de la cohérence cardiaque, mais dans les politiques de santé publique, non, ce qui est surtout préconisé, c'est l'activité physique, hein. Ça, c'est depuis quelques années, pour lutter contre la sédentarité, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Par contre, ça serait très, très intéressant que la cohérence cardiaque vienne en complément de ça, parce que ça peut mesurer quand même la fatigue. Ça peut aider les gens à récupérer et on sait que une activité physique adaptée, avant tout, il faut qu'elle soit adaptée à l'état de la physiologie. Et ça, c'est pas forcément pris en compte parce que beaucoup de gens ne savent pas mesurer leur niveau de condition physique et la variabilité de la fréquence cardiaque a cet avantage-là, c'est qu'elle c'est mesuré, c'est mesurable, ça peut se mesurer très facilement et de fait on peut après travailler sur l'aspect récupération, pas trop se fatiguer, juste ce qu'il faut, mais juste pour entraîner le corps sans avoir les désavantages d'une fatigue qui pourrait devenir chronique, où la personne ne pourrait plus faire l'activité physique, ce qui serait dommage. Voilà. Un peu- Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, on l'a dit au début, hein, la cohérence cardiaque introduite en France par David Schreiber en 2003, vulgarisée aussi avec David Auer, c'est une science qui est toute jeune. Elle est toute jeune, elle n'est pas encore connue, elle n'est pas encore utilisée, elle est pas enseignée dans les facs de médecine, elle n'est pas enseignée dans les écoles d'infirmières, elle n'est pas enseignée à l'école maternelle, elle n'est pas encore là où elle devrait être. Euh, je travaille avec des institutrices dans des écoles maternelles où le fait de libérer les enfants avant de les rendre aux parents, de leur avoir fait 5 minutes de cohérence cardiaque, déjà, ça leur fait du bien à eux. Et après, c'est pas du tout les mêmes enfants que les parents récupèrent s'ils ont pris le temps de prendre un moment sur eux, de, voilà, de se relaxer, etc. Voilà, ça devrait être enseigné à l'école et ça devrait être une façon de, pendant un moment où on nous a appris à nous laver les mains avant de manger, on devrait voilà, apprendre à respirer avant de manger ou après une activité ou en rentrant à la maison. Mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Voilà, si on veut faire de la cohérence cardiaque de base, on peut faire ça très simplement. C'est ce qu'on voit beaucoup dans la majorité des cas de présentation sur Internet. Bon, par contre, si on veut vraiment faire de la cohérence cardiaque avec tous les bénéfices que ça peut comporter, bon, une minimum de formation est nécessaire, hein, surtout pour l'adapter aux problématiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec Agnès, on travaille sur des modules de formation en ligne répondant à certaines problématiques, donc des modules très, très faciles à utiliser. On va pouvoir aussi... Alors, il y a des outils aussi qui permettent de s'aider à respirer à un certain rythme. Donc, comme moi, j'en cite un qui pour moi est le meilleur, Respire Relax, qu'on trouve sur Internet et qui est gratuit. Donc voilà, ça c'est un outil d'aide à suivre des rythmes respiratoires particuliers. Sinon, petit module de formation, voilà, sur la gestion du stress, de l'anxiété, problématiques de sommeil. Ça, c'est un cours de préparation, ça va sortir dans quelques mois et ça sera accessible à des tarifs très intéressants. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a les montres connectées, il y a des montres qui vous font faire la cohérence cardiaque, qui vous prennent votre VFC, mais aussi qui vous font respirer avec la vibration. Ça, c'est un outil super puissant.
pour travailler la cohérence cardiaque un peu plus que la bulle ou que le son. La vibration est quand même un super outil. Donc, les montres connectées qui le font, sans vouloir citer de marque, sont des très bons outils. Et puis, ben, je vais quand même le citer, mais il y a un outil qui s'appelle le Zenspire, qui est un petit boîtier, c'est un coach nomade, un guide de respiration. On vous mettra le lien dans la bio si vous voulez ou à la fin de la vidéo, mais qui va être pareil, voilà, un assistant. Ça, c'est des petits coûts réduits. C'est 60 euros, 70 euros. C'est toujours moins cher qu'une montre connectée. Mais du coup, c'est vraiment un super outil pour pouvoir utiliser la cohérence cardiaque à son plein potentiel parce que Respirelax Plus, c'est une super application, mais quand vous respirez, vous avez un de vos sens qui est tourné vers l'extérieur, soit, soit votre regard, soit votre oreille, parce que vous écoutez le son pour vous guider. Voilà. Donc, ça fait, on atteint l'état de cohérence cardiaque, mais on n'atteint pas forcément le niveau le plus haut ou le niveau optimum. Il y a un secteur, c'est celui de l'étude de la VFC, donc qui est quand même le socle de la cohérence cardiaque. Celui-là est énormément étudié. Il y a beaucoup d'études qui paraissent, des milliers d'études par an sur la variabilité de la fréquence cardiaque et sur ces applications. Ce qui est assez troublant, par contre, c'est que il n'y a pas véritablement d'exploitation de ces données de variabilité de la fréquence cardiaque en termes d'exercices ou de protocoles à faire pour répondre à une amélioration de cette variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque a été inventée, en fait. C'est pour vraiment améliorer cette variabilité de la fréquence cardiaque. Euh, voilà, donc l'axe majeur pour moi d'amélioration, il est à faire le lien vraiment entre l'exploitation des données de la variabilité de la fréquence cardiaque et l'utilisation de la cohérence cardiaque pour vraiment améliorer cette variabilité qui est le reflet de la bonne santé de notre système nerveux autonome. Et ça, c'est majeur pour la bonne santé. Majeur, majeur, majeur. Oui, parce que du coup, on le voit, moi je le vois dans le cadre de mon travail quand je travaille avec les sportifs, que ce soit des cyclistes, des athlètes, ils ont tous hein, des capteurs de données, le polar, le machin, enfin bref, sans vouloir les citer, mais ils sont super attentifs à leurs données physiologiques le matin, au réveil, avant l'entraînement, etc. Et je me rends compte que ces données, effectivement, elles sont récoltées. Mais derrière, il n'y a pas de protocole pour utiliser ces données de façon à pouvoir ben, améliorer les résultats ou l'interprétation de ces données pour savoir, ben, c'est comme ça quand même dans la plupart du temps, les sportifs se rendent compte s'ils sont surentraînés ou sous-entraînés. Mais du coup, il y a effectivement pas de... Parce que je pense que c'est un manque de connaissances, un manque de, de retour par rapport à ça ou de recul par rapport à ça. Avec Guy, pendant plus de 2 ans, on a équipé tout un tas d'athlètes avec ben, le Polar pour pouvoir récupérer leurs données le matin au réveil, avant l'entraînement, après l'entraînement. Donc, on a étudié leurs données pendant 15 jours, un mois, sans utiliser la cohérence cardiaque. Et après, donc, on récupère les mêmes données avec l'utilisation de la cohérence cardiaque. Du coup, les résultats sont totalement différents et ça nous permet, nous, de pouvoir les aiguiller sur, en fonction de tel résultat, tu peux utiliser tel ou tel protocole pour améliorer ta récupération, recharger tes batteries, enfin voilà. Il y a réellement un travail à faire encore dans le temps hein, pour pouvoir utiliser ces données et savoir quoi en faire parce que les avoir c'est un fait et savoir quoi en faire, c'est différent. Ben, en fait, c'est ce que je disais au début où quand je me suis présentée en vous disant je suis préparatrice mentale spécialisée en cohérence cardiaque. Aujourd'hui, je différencie les deux alors qu'en fait, c'est une seule et même chose. La préparation mentale, c'est accompagner des personnes à réduire leur stress, pouvoir gérer leurs émotions, travailler sur la récupération, tout ça avec des outils. Et le premier outil qui permet de faire tout ça, c'est la cohérence cardiaque. Donc, ben, du coup, la préparation mentale, c'est à partir de maintenant utiliser les différentes facettes de la cohérence cardiaque parce qu'elles amènent à tous les résultats escomptés par la préparation mentale. Alors,
ça a l'avantage que il y a des outils en préparation mentale que j'utilise pour la gestion des émotions ou la gestion de l'énergie qui ne font pas forcément référence à la cohérence cardiaque, mais qui sont des effets, je dirais, intellectuels, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas d'effet physiologique, alors que la cohérence cardiaque a un effet physiologique et donc un résultat beaucoup plus probant. C'est comme ça qu'on avance avec ça, parce que voilà, c'est deux mots distincts, alors qu'en fait, c'est qu'un seul et même principe. Comme moi, au vu de la sophrologie sans la cohérence cardiaque, pour moi, ça perd des bénéfices, hein, et les bénéfices sont plus rapides. Je pense que c'est pareil entre la préparation mentale et la cohérence cardiaque, ça augmente les bénéfices rapidement, quoi. Ce qui va être très important, c'est que, par exemple, une problématique de sommeil, si je prends cet exemple-là, ben, on va adapter la pratique surtout le soir et en préparation de la nuit, même si la nuit se prépare aussi dans la journée, mais on est avant tout fait pour vivre la journée et la nuit c'est fait pour récupérer. Mais voilà, ça va être adapté sur la préparation de la nuit. euh, et donc, on va faire des protocoles spécifiques le soir, mais aussi à des moments vraiment choisis, jusqu'à, par exemple, la personne va pratiquer coucher au moment où le corps glisse dans le sommeil. Donc, c'est vraiment ça que moi je mets en avant, c'est adapter à la fois l'exercice et adapter le moment où on va le faire, parce que la cohérence cardiaque, pour moi, c'est quasiment la seule technique où les exercices peuvent se faire dans la vie de tous les jours, à des moments choisis et à peu près dans n'importe quelle position. La seule précaution à prendre, c'est de ne pas être en effort physique. Mais sinon, tout le reste est complètement adaptable. Le temps de pratique, le protocole et la problématique visée. Voilà, c'est le principal atout de la technique, son adaptabilité. Oui, que ce soit des enfants, des adolescents, des sportifs, des professionnels, des gens en parcours de soins, les seniors, hein, je veux dire les personnes âgées aussi, c'est intéressant pour eux parce qu'ils peuvent pratiquer tout au long de la journée quand ils ont. L'idée, c'est que les gens comprennent. Moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent me voir qui ont pas. Voilà, oui, je fais la cohérence cardiaque. Je respire, oui, je respire. Mais bah, nous, on a l'avantage avec le logiciel EMOF Pro de HeartMath. C'est du concret pour les gens. Ils voient comment est leur fréquence cardiaque. À partir du moment où ils respirent, la modification de leur courbe de la fréquence cardiaque. Et ça, une fois qu'on l'a vu, c'est du concret pour les gens. En fait, tout à l'heure, je disais qu'à un moment, c'est bien d'être accompagné, mais c'est bien aussi d'avoir compris à quoi ça sert et de l'avoir sous les yeux. Toute personne qui est venue et qui a vu l'effet de la cohérence cardiaque sur son système nerveux autonome et sur sa fréquence cardiaque, il suffit qu'elle le voie une fois, elle a compris comment ça fonctionne. Hein. C'est pas la peine de revenir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Hein. C'est bien, elle a compris. Donc, on a tous besoin de comprendre et de visualiser comment les choses et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est compliqué par la cohérence cardiaque, mais il y a des façons de la vulgariser et de la mettre à plus B, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, après, c'est plus facile pour eux d'aller chercher un résultat ou d'avoir un objectif. Euh, je vais dire un chef d'entreprise qui a une grosse réunion, qui a passé la matinée à réviser ses notes, à reprendre son truc. Si à un moment, il prend pas le temps de redescendre en pression, il va arriver à sa réunion, faut peut-être pas qu'il y ait une mouche qui passe dans son angle de visée parce qu'il pourrait exploser le monsieur, quoi. Donc l'idée, voilà, c'est de toujours reprendre un moment. euh, on fait tous super attention à la batterie de notre téléphone. On en est où? Il me reste combien de batterie? Oh là là, faut que j'arrête. Voilà, faut que je me charge, il faut que je trouve, il faut que je réduise. Et on a tous oublié de le faire pour nous-mêmes. Donc, euh, donc la cohérence cardiaque, c'est la capacité et la possibilité tout au long de la journée, quand on en a besoin, de remettre un petit peu 100 balles dans la machine, j'ai envie de dire, mais de remettre un peu 10% de batterie dans notre
Un sportif qui sait qu'il a un gros entraînement à 18 heures, à 10 heures, quand c'est la pause à la fac, il va faire la cohérence cardiaque, il va un peu remettre de l'énergie, il va le refaire à midi, il va le refaire à 16 heures. Ça veut dire que quand il va arriver à l'entraînement, le monsieur, il n'est pas à 50% de son énergie, il est peut-être à 70 ou à 80. Il va pas faire le même entraînement. Et c'est pareil pour le professionnel, c'est pareil pour la personne en parcours de soins et c'est pareil pour l'adolescent. C'est pareil pour tout le monde. On le voit là, les JO viennent de passer. On a entendu parler de la cohérence cardiaque, Léon Marchand, Thomas Samut, c'est leur outil. Mais ça devait être de plus en plus. Ils sont confrontés au stress, à la pression, au manque peut-être de motivation, au manque d'énergie, à tout un tas de pression parce que c'est quand même les sportifs de haut niveau, ils ont une pression médiatique incommensurable. Mais, euh, mais du coup, il y a aussi et on essaye d'y revenir de plus en plus parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'un athlète performant, c'est un athlète heureux à la base, hein. On ne peut pas être performant si on n'est pas heureux, bien dans ses baskets, bien dans sa vie perso. Et donc, c'est aussi la cohérence cardiaque, c'est un très bon moyen d'équilibrer les différentes facettes de nos vies. Euh, un sportif heureux, c'est un papa comblé, voilà, c'est une maman comblée aussi à la maison. Enfin voilà, on a besoin qu'il y ait réellement un équilibre toujours. On est toujours à la recherche de l'équilibre. Donc c'est l'équilibre cœur, corps, mental, c'est l'équilibre pro et sportif, particulier et maison. Et donc je dirais qu'ils soient sportifs de haut niveau, ils ont dans des moindres proportions, mais les mêmes pressions que le commun des mortels. Oui, juste pour préciser, mais peut-être euh, un atout aussi de la technique de cohérence cardiaque, c'est que pour certains sports, ça peut être adapté vraiment de la pratiquer, même sur des temps très courts, pendant la mi-temps de match. Mm. Pour des athlètes, je passe particulièrement des décathloniens qui font 10 épreuves en athlétisme, où là, il faut atteindre des hautes performances sur 10 épreuves, donc recharger les batteries entre les différentes épreuves, c'est crucial. Et là, c'est un outil hors pair pour faire ça, pour aider à se remettre en énergie suffisamment entre donc ces épreuves. Il n'y a pas beaucoup de techniques qui permettent d'être utilisées vraiment dans les moments où l'athlète est confronté à la haute performance de façon répétitive, comme ça peut être dans ces disciplines-là. Voilà. Ma formatrice là, qui était québécoise, Guylaine, expliquait que l'entraîneur de l'équipe nationale de hockey du Canada, à la mi-temps, quand les athlètes reviennent dans les vestiaires, personne n'a le droit de parler et pendant 5 minutes, tout le monde respire, entraîneur compris. On fait redescendre la pression. Et du coup, ils se sont rendus compte dans ces cas-là que le feedback de ce qui vient de se passer, la charge émotionnelle liée à tout ça a été évacuée. Ils ont un peu vidé les balastres sur le principe. Et du coup, la construction et la conversation qui suit derrière, elle est beaucoup plus lucide et beaucoup plus constructive pour le truc d'après. Mais je trouvais intéressant ce principe où il est interdit, quand on rentre, de parler avant d'avoir fait la cohérence cardiaque et après, ça devient constructif parce que le temps, la mi-temps est courte et du coup, il faut pas perdre de temps à laisser l'un ou l'autre exprimer la charge émotionnelle ou la colère qu'ils ont ramenée du terrain. Il faut commencer par l'évacuer et après, la conversation sera plus constructive et intéressante. Mais je pense que c'est un bon axe de travail pour les sports comme ça. Ça réduit le stress, euh, ça améliore la gestion de la douleur, important. Ça renforce le système immunitaire, ça améliore le sommeil. Il y a aussi un soutien émotionnel qui n'est pas négligeable. Euh, L'idée, c'est que accompagner quelqu'un qui a un parcours de soins avec la cohérence cardiaque,
c'est pas faire disparaître les difficultés parce que ça, on peut pas. Mais par contre, c'est lui permettre de les vivre plus légèrement, je dirais, ou en tout cas lui apprendre à les gérer. C'est ça un peu l'idée. Euh, ouais, c'est ça l'idée. Oui. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que ça peut vraiment être utilisé aussi par les personnes qui sont dans l'environnement de la personne en parcours de Mm. soins, les aidants. Et c'est pas négligeable du tout, d'abord pour eux, pour les aidants, et aussi pour la personne qui est en parcours de soins, parce que sentir la sérénité autour d'eux, ça peut être crucial. Ouais. Oui, en fait, quand je dis personne en parcours de soins, il y a les malades et les accompagnants. Et c'est vrai que souvent, les gens, quand je dis j'accompagne des gens en parcours de soins, pensent que tu n'accompagnes que des malades, mais non, du coup, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les conjoints, il y a, voilà, il y a les aides ménagers aussi des gens en parcours de Mm. soins. Voilà, c'est tout ça parce que l'énergie positive, il faut qu'elle rayonne et qu'elle se propage. On vit dans un monde de pression, de challenge, de je veux être le meilleur, je veux être le plus fort, je veux être. Et, euh, et du coup, je pense que l'utilisation de la cohérence cardiaque dans la préparation mentale, c'est un peu nous relier ou nous rappeler notre ADN et notre essence même. Il y a plein de gens qui se construisent de façon utopique et dans leur tête et qui ont oublié ce qu'ils étaient réellement au fond d'eux ou ce qu'ils voulaient être. Et la cohérence cardiaque, et la préparation mentale, hein, c'est une façon de se rappeler qui on est et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, je pense que le confinement est quand même passé par là. Aujourd'hui, il a vulgarisé la préparation mentale, il a vulgarisé la cohérence cardiaque, il a vulgarisé je prends soin de moi et je m'occupe de mon bien-être. Et je pense que c'est cette façon de voir les choses aujourd'hui qui fait que les gens ont maintenant peut-être une autre vision d'eux-mêmes. Non, Guy? Oui, oui. Moi, je dirais que compléter ça, on est d'abord fait pour vivre face à des stress physiques. À la base, on est fait pour ça, hein. On a un héritage évolutif là-dessus et que les stress psychologiques, hein, et on n'est pas naturellement fait pour ça. Donc, Mm. préparer mentalement à faire face au stress psychologique, c'est absolument crucial, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment crucial. Nous contacter sur notre site lacohérencecardiaqueoptimale.com, sur notre Instagram aussi, la cohérence cardiaque optimale, et puis avec nos formations rapidement, on va y travailler et sur notre chaîne YouTube où donc du coup on commencera par mettre cette interview et les autres qui suivront.